Bonjour à tous. Eh bien, voilà une émission dans le cadre du e-congrès des rencontres de l'USPO. Et bien évidemment, notre premier invité, c'est Gérard Raymond, président de France Asso Santé, donc qui représente tous les patients. Il rassemble énormément de structures associatives qui regroupent tous les intérêts des patients et on sait à quel point les patients ont envie de participer à l'organisation du système de soins, puisque tout ça est fait pour eux, tout simplement. Et je suis très fier de voir, Gérard, que tu as accepté, comme chaque fois, d'être le grand témoin de ce e-congrès. Bon, Pierre-Olivier Variot, donc qui est vice-président de l'USPO, et puis voilà Gilles Bonnefond, président de l'USPO. Alors, Gérard, au-delà de ces premiers remerciements, on était en pleine réforme du système de santé. On avait le plan santé 2022 qui nous avait été présenté par Emmanuel Macron avec beaucoup d'espoir qui ont été mis sur la table à ce moment-là. Le Ségur de la santé qui a un peu été la conséquence de la première vague de confinement, là aussi avec des espoirs pour voir si enfin ce système de santé se réformait. Et puis les pharmaciens qui, grâce à l'impulsion de l'USPO, euh, avaient déjà démarré, avant même le discours du président de la République, une réforme, et une réforme importante, qui était une réforme structurelle qui était sur deux axes. Premièrement, de dire que, bien sûr, on dispensait des médicaments, mais ce qui était important, c'était le bon usage de ces médicaments et être aussi dans l'accompagnement du patient pour faire en sorte que le patient devienne de plus en plus autonome dans la gestion de ses traitements et dans la façon de comprendre l'ensemble des choses qui lui arrivaient pour pouvoir mieux les gérer et être voilà plus autonome. Et je pense que c'est quelque chose qui te tient à cœur. Mais ça ne suffisait pas. Ça, c'est une orientation stratégique importante, mais il fallait que le modèle économique soit aussi en cohérence et au rendez-vous. Et donc se détacher de la marge commerciale pouvait être suspect pour aller vers un acte de dispensation qui était lié au moment où je valide une ordonnance, au moment où je délivre les médicaments aux patients, et d'avoir des parties plutôt fixes à chaque dispensation, plutôt qu'en fonction de la longueur de l'ordonnance ou du prix du médicament. Et également de mettre en avant, bien sûr, les entretiens pharmaceutiques et les interventions pharmaceutiques. Puisque quand on appelle le médecin, quand il y a quelque chose à voir sur l'ordonnance, parce qu'il vaut mieux faire une vérification, comment on met en évidence ce travail de sécurité que fait le pharmacien, qui est parfois noyé dans une marge commerciale. Donc, qu'est-ce que tu penses de cette orientation de l'évolution du métier de pharmacien en tant que positionnement sur l'accompagnement, sur le suivi, sur ce dialogue avec un professionnel de proximité et sur ce nouveau modèle économique qui s'éloigne d'un aspect purement commercial, mais qui ramène le pharmacien sur une image de professionnel de santé. Tu me donnes combien pour cette dissertation? 4 heures? Le temps que tu veux. Le temps que tu veux. Non, mais je pense qu'il est important de resituer un petit peu la situation actuelle. Et, et, et on voit bien que cette crise sanitaire n'est pas simplement une crise sanitaire, mais c'est aussi une crise sociale. Et tu l'as dit, on avait déjà anticipé un petit peu la crise de notre société, la crise de la démocratie. Et il y a déjà quelque temps, certains ont réclamé plus de participation en appuyant sur la démocratie directe. Et parfois, ils l'ont réclamé d'une façon violente. Et on voit bien aussi que dans le cadre de la démocratie en santé, les usagers de la santé que je représente, ça fait maintenant pratiquement 20 ans que nous réclamons d'abord après nos droits, les droits des patients dans la loi du 4 mars 2002, mais aussi une représentation et une participation. Et donc on voit bien aujourd'hui arriver effectivement
cette nécessité non plus de construire un système de santé sur le patient centré, tu connais mes positions sur le patient au centre, mais plutôt sur le patient participant, coopérant à l'ensemble de l'évolution du système de santé. D'abord pour lui-même, c'est-à-dire son émancipation personnelle, individuelle, et collectivement, grâce à des structures collectives qui peuvent porter un plaidoyer pour améliorer le système de soins. Et donc, comment pouvons-nous aujourd'hui organiser notre système de santé pour que ce patient, qui devient patient, qui n'a pas été formé et qui n'a pas choisi d'ailleurs le métier de patient quand il est patient chronique, puisse adhérer et participer à son traitement. Et jusqu'à présent, nous avons été dans un système paternaliste, pour ne pas dire plus, où on avait des sachants et le patient, ignorant, n'avait qu'à appliquer l'ordonnance, se taire, point c'est tout. Aujourd'hui, ce système-là est totalement révolu. Et les associations de patients, certaines d'entre elles, ont compris et ont même créé, d'ailleurs, c'est assez intéressant, le mot d'accompagnement. Je me souviens, il y a une grosse quinzaine d'années, quand j'ai commencé à parler d'accompagnement par les pairs, certains professionnels de santé m'ont demandé ce que je voulais dire par là. Donc, vous voyez bien qu'on était quand même un peu en avance. Comment pouvons-nous aujourd'hui créer les conditions pour accompagner, former et éduquer ces patients à devenir acteurs de leur propre santé? Cette émancipation individuelle qui doit effectivement leur permettre de prendre des décisions dans l'intérêt de leur vie avec leur maladie. Et ça, c'est quand même capital aujourd'hui. Et on ne peut se féliciter, effectivement, de constater qu'un acteur de proximité qu'on peut aller voir sans prendre rendez-vous, rien qu'en poussant la porte, auprès de chez soi, a compris depuis quand même quelques années qu'il fallait évidemment se transformer en cet accompagnant dans le cadre d'entretien pharmaceutique, dans le cadre de conseils sur la posologie, mais qu'il avait tout intérêt à devenir ce professionnel de santé-là pour accompagner, pour aider les citoyens, la patientèle, à pouvoir comprendre ce qu'était un médicament, ce qu'était sa condition de vie, avec un parcours de soins ou un traitement. Et donc, je me félicite que vous ayez, vous, pharmacien d'officine, compris depuis quelques années, effectivement, qu'il vous fallait vous transformer, non pas en épicier de quartier, mais bien en professionnel de santé de premier recours pour accompagner les patients. Derrière, forcément, je l'ai dit, forcément, il y a toute une transformation du modèle économique. Et vous avez été là aussi des précurseurs à comprendre qu'effectivement, votre modèle économique doit se transformer en fonction aujourd'hui du sens que vous donnez à votre métier. Et ça, je trouve ça extrêmement intéressant et important. Pour conclure rapidement, je souhaite que d'autres professions prennent exemple sur ce que vous avez fait. Merci Gérard. C'est vrai que pour un syndicaliste, changer un modèle économique est quelque chose de compliqué, parce que c'est une énorme prise de risque, bien évidemment. D'abord, il faut avoir la confiance des pouvoirs publics. C'est ce qu'on a réussi à faire avec l'équipe de Nicolas Revel, où l'engagement était un engagement sur 3 ans, donc 2018-2020, la confiance du gouvernement et du ministère de la Santé pour tenir, parce que bien évidemment, cette réforme ne faisait pas plaisir à tout le monde, mais c'était une réforme importante pour les pouvoirs publics qui ont investi de l'argent pour la réussir, pour pas que les pharmaciens se retrouvent en difficulté, et puis de voir dans quelles conditions le pharmacien changeait de direction et devenait un membre de l'équipe de soins primaires. Et c'est ça qui était important parce qu'on nous disait ah, mais oui, mais vous êtes des commerçants. Donc, on se faisait un peu rabrouer par d'autres professionnels de santé, ce qui était toujours très désagréable, en disant oui, non, mais vous avez un statut de commerçant, donc ça complique la vie pour la TVA, pour les trucs, pour les associations. Ouais, c'était un petit peu facile comme argument, alors qu'on sait très bien que, moi je me plais à le dire souvent, c'est que
dans ce triptyque d'équipe de soins primaires, médecins, pharmaciens, infirmiers, le couple médecin-pharmacien, c'est 100% des patients. Quand on a l'infirmier, ça représente 7%, 8% des patients, mais des patients lourds, des patients où il est nécessaire, bien évidemment, de renforcer la coordination et les coopérations. Mais on voit bien que sur le médicament, le couple médecin-pharmacien est très très important, que ce soit le médecin généraliste ou bien sûr les praticiens hospitaliers. Pierre, sur justement sur le diabète, qu'est-ce qu'on fait sur le diabète? Sur les accompagnements, déjà bonjour à tous. On a récemment développé et signé avec l'assurance maladie, dans le cadre du champ conventionnel, l'accompagnement des patients sous chimiothérapie orale anticancéreuse, qui représente à peu près 500 000 patients. Les patients diabétiques sont 6 à 7 fois plus nombreux sur le territoire français. Ne pensez-vous pas qu'il serait bien de poursuivre ces accompagnements conventionnels avec l'assurance maladie en prenant en charge les patients diabétiques? Un accompagnement pour renforcer le bon usage, l'adhésion du patient à son traitement et aussi, bien sûr, aider le patient à être autonome vis-à-vis de son traitement. Ne croyez-vous pas qu'il serait temps de faire un parcours pharmaceutique pour les patients diabétiques avec un professionnel de santé de proximité qui connaît bien son patient? Oui, incontestablement. Alors, comprenez que vous me touchez quand vous parlez de patients diabétiques. Et la famille ou la communauté plutôt des personnes diabétiques est assez large, entre les diabétiques du type 2, les diabétiques du type 1, les insulinotraités, les non insulinotraités, etc., etc. Mais il n'empêche qu'effectivement, nous avons, nous, prêché depuis longtemps à ce parcours de soins de proximité et à cet accompagnement. Et donc, plus il y aura de personnes pour aider ces personnes atteintes de diabète à mieux comprendre leur maladie, à mieux gérer leur traitement, à mieux vivre, à mieux s'exprimer auprès de professionnels de santé, nous, on ne sera que satisfait. Et je le disais, vous êtes parfaitement bien placé, vous, effectivement, pour pouvoir être un membre de l'équipe d'accompagnement de la personne. Et bien sûr que on peut s'interroger d'ailleurs, pourquoi l'assurance maladie ne s'est pas appuyée sur vous pour pouvoir effectivement mener ces entretiens ou cette dynamique d'accompagnement auprès des patients diabétiques. On croit savoir pourquoi, mais effectivement, aujourd'hui, alors que nous changeons de modèle économique, alors que nous voulons regarder plutôt la qualité, l'efficience, la valeur en santé, le sens des acteurs dans le domaine de la santé, je pense qu'aujourd'hui, on ne devrait plus avoir de gros obstacles à ce que vous soyez, vous aussi, des partenaires pour pouvoir accompagner les patients diabétiques dans leur propre vie, leur propre qualité de vie. Ça me paraît tout à fait logique. Je rajouterai, pour terminer, que n'étant pas invité dans les négociations conventionnelles, je ne pourrais vous soutenir que de loin. Oui, mais ça, on sait que tu es efficace, Gérard. On sait que tu es efficace, même de loin. La prise en charge du patient diabétique montre d'énormes évolutions, notamment avec les pompes à insuline, les capteurs de glycémie qui assurent un suivi quotidien et en permanence de la glycémie, sans être obligé de se piquer le bout du doigt en permanence, et bien sûr le pancréas artificiel. Quel rôle souhaitez-vous que les pharmaciens, donc une fois de plus professionnels de proximité, de santé de proximité, jouent dans l'intégration de ces nouvelles technologies? Je crois que, après là, je vous l'ai dit, la communauté des patients diabétiques est quand même assez diverse et étendue. Et franchement, les patients diabétiques avec des pompes à insuline, y compris pancréas artificiel, avec des capteurs de glucose en continu, ils peuvent avoir un entretien avec le pharmacien. Je pense qu'ils en prendront autant aux pharmaciens qu'à d'autres. Ce que je dis d'habitude, c'est que je connais bien mon diabète et que le diabétologue, il connaît bien le diabète, mais que mon diabète, je le connais mieux que lui. Et donc, je pense que là, c'est un entretien entre experts qui peut se faire. Par contre, où je vois votre intérêt majeur, c'est sur les personnes atteintes de diabète de type 2, où cette maladie est une maladie extrêmement complexe, qui touche pas mal d'organes, qui effectivement nécessite une hygiène de vie peut-être un peu plus sérieuse que pour un diabétique de type 1, et qui effectivement
est beaucoup encore plus sournoise d'ailleurs que le diabétique de type 2. Et là où vous avez un rôle éminemment important à jouer sur la compréhension de ce qu'est une glycémie, de ce qu'est un équilibre glycémique, de ce que représentent aussi les médicaments, y compris l'insuline, y compris les lecteurs de glycémie et ce que représente donc la prise de la glycémie. Je pense que vous êtes certainement plus apte à pouvoir accompagner ces personnes-là, les diabétiques du type 2, parce qu'elles sont véritablement ancrées dans le cadre de la vie et dans la proximité. Voilà. Les diabétiques de type 1 un peu plus jeunes et plus dynamiques, certes, qui viennent vous voir, et je suis fort heureux, quand je vois voir mon pharmacien, je discute bien avec lui, il n'y a pas de souci. Tout est ouvert. Je pense qu'eux-mêmes, aujourd'hui, avec des plateformes de suivi à distance et autres, ils ont peut-être un peu moins besoin de vous, mais vous avez quand même une grande chance, c'est celui des diabétiques de type 2. Et tu vois, Gérard, moi j'entends ce que tu dis et tu as raison, parce que celui qui est appareillé avec une pompe, voilà, c'est son quotidien, c'est vital pour lui, et donc effectivement, il a bien intégré et il la manipule tous les jours et toutes les heures, et donc effectivement, mais nous, ce qu'on a envie, tu vois, c'est un manque pour nous. Quand on délivre de l'insuline et qu'on ne connaît pas le système avec lequel le patient est appareillé, pour nous, ça nous fait une zone grise. Alors, je ne dis pas qu'on devienne des spécialistes absolument, mais en tout cas que l'on puisse être capable de répondre à des questions quand un patient s'interroge. Il peut avoir accès à son diabétique, à son diabétologue, pardon. Il peut avoir accès, pas toujours facile, hein, d'avoir accès à l'hôpital, etc. Mais d'avoir un appui avec un pharmacien qui connaît ses limites et qui peut aussi s'appuyer sur des structures lui permettant de donner la réponse adaptée à un patient. Je pense que c'est un élément supplémentaire d'aide que l'on pourrait apporter, d'autant plus que ces systèmes se simplifient de plus en plus. Maintenant, au départ, ils étaient effectivement très innovants, ils le sont encore bien évidemment, mais on voit bien que maintenant on arrive sur des choses qui sont beaucoup plus abordables pour un plus grand nombre de patients. Non, mais je suis d'accord avec toi. C'est pas tranché d'une façon comme ça. Et effectivement, à partir du moment où vous délivrez de l'insuline, où vous délivrez du matériel, vous avez tout intérêt aussi à comprendre comment est utilisé ce matériel et échanger. D'ailleurs, c'est plus facile pour vous avec le patient qu'avec le diabétologue ou l'industriel qui vous envoie le mode d'emploi. Et c'est ce que je voulais dire, c'est que avec ces personnes-là, vous allez avoir un véritable échange entre experts. Et donc, c'est un enrichissement mutuel. Voilà. Et ça, c'est évidemment intéressant et très enrichissant pour vous. Mais pour pouvoir apporter quelque chose, une connaissance nouvelle, c'est plutôt sur les diabétiques du type 2 où on voit bien quand même la nécessité de les aider, ces personnes-là, à mieux comprendre ce que c'est leur vie avec cette maladie-là, même si, même les type 1 ont besoin évidemment de cela. Et je comprends bien qu'effectivement, vous n'allez pas retomber dans les traverses de hier à délivrer des médicaments ou des dispositifs médicaux sans vous intéresser à son utilisation et à l'efficience de cette utilisation-là. Je comprends, mais pour moi, c'était le niveau de discussion et d'échange. Avec un diabétique de type 1 qui est relativement bien et qui a bien compris sa maladie, c'est un échange entre experts, effectivement, et vous pouvez vous enrichir aussi votre connaissance. Entre les diabétiques du type 2, le premier travail que vous avez à faire, c'est de l'aider à bien comprendre lui sa maladie. Voilà. Et malheureusement, voilà, je pense que tous les professionnels de santé ne le font pas de cette façon-là. Et vous avez là certainement un rôle essentiel à jouer. Pour ceux qui en ont le plus besoin aujourd'hui, c'est certainement les diabétiques du type 2. D'accord. Alors, on va changer de sujet. On reviendra sur le dépistage tout à l'heure parce que c'était cohérent aussi, mais on le fera tout à l'heure. Là, on a un sujet d'actualité qui est la vaccination contre la Covid, qui intéresse tout le monde, intéresse tous les patients. On voit bien que ce débat est extrêmement compliqué, extrêmement animé, parfois biaisé.
avec les aléas de la fourniture des vaccins, entre les promesses et ce qui arrive sur le terrain, il y a parfois un grand écart. Et en plus, en étant averti dans des conditions très rapides, presque par les médias, d'incidents de livraison, bon, on retrouve nos vieux débats sur les ruptures de stock, hein, presque, mais là avec encore plus je dirais, encore plus aigu et encore plus compliqué. France, tu as signé un communiqué de presse qui nous a beaucoup encouragés, qui était très clair et qui demandait un petit peu, de façon, l'accompagnement, le suivi de ce que disait la HAS, hein, la Haute Autorité de Santé, qui disait mais il faut ouvrir la compétence de la vaccination aux infirmiers et aux pharmaciens, il n'y a pas de raison. Et tu as poussé dans ce sens, je crois que c'était début janvier, si mes souvenirs sont bons, un communiqué de presse et une lettre également au ministre de la Santé, à Olivier Véran, pour leur dire, voilà, quand est-ce que vous ouvrez, quand est-ce que vous simplifiez ce parcours de soins. Et moi, je vais faire un petit constat sévère sur ce qui se passe actuellement. Très cru même. On ouvre des centres de vaccination au prétexte que le vaccin Pfizer est quelque chose d'impossible à gérer, la logistique est très difficile, etc. Je rappelle simplement que dans un centre de vaccination, le frigo, c'est pas un frigo en moins 80, hein. C'est un frigo comme celui du pharmacien. C'est le même. Si on est capable de l'apporter au centre, on est capable de l'apporter à la pharmacie, pareil. Sauf que le frigo du pharmacien, lui, il est surveillé beaucoup plus que le frigo du centre. Deuxièmement, on ne peut pas dire à toute la population depuis 6 mois, 8 mois, qu'il ne faut pas se mettre tous ensemble, toutes les personnes fragiles au même endroit, on les envoie tous dans un centre de vaccination où on les concentre pendant des journées à faire la queue et à attendre leur tour, sur rendez-vous, sans parler des rendez-vous annulés. Ensuite, on nous explique que le médecin doit tout faire. Le médecin traitant, le médecin généraliste, celui qui est en activité. Sauf que dans les centres, quand on regarde qui c'est qui y travaille, ce sont les pharmaciens, ce sont les médecins hospitaliers et les médecins retraités. Les médecins généralistes, je ne leur en veux pas, ils sont débordés. Et ils ne peuvent pas aujourd'hui consacrer des journées entières à quitter leur cabinet pour aller au centre de vaccination. Et si on s'amusait juste là, faire un bilan du coût de l'injection, avec le coût horaire d'un médecin, 105 € de l'heure, le coût horaire de l'infirmier, 55 € de l'heure, ceux qui sont retraités en réquisition, 50 € de l'heure, l'hôpital, la logistique des locaux, les mairies qui aident, le personnel qui prend des rendez-vous, le personnel qui répond au téléphone, la personne qui surveille la porte pour pas qu'il y ait de l'afflux, etc. Si on s'amuse à regarder le coût, on doit être au moins entre 80 et 100 € l'injection. Alors que le vaccin coûte moins cher, même si le vaccin coûte déjà assez cher. Donc, je trouve que ce système-là n'est pas du tout adapté à ce que l'on doit rendre comme service à une population qui désire se faire vacciner. Et c'est ça la bonne nouvelle, c'est qu'on voit bien que les patients veulent se faire vacciner, contrairement au bruit que l'on entendait de réserve, qu'on pouvait entendre quand le vaccin n'était pas là, mais qu'on entend beaucoup moins maintenant quand le vaccin est au rendez-vous. Et je pense que ça, c'est une bonne nouvelle. Et donc, bien évidemment, et que je vois l'AstraZeneca, je ne comprends pas qu'aujourd'hui, encore, j'entends des bruits de bottes me disant que l'AstraZeneca ne serait pas disponible en pharmacie et qu'on mettrait un troisième vaccin dans les centres de vaccination avec toute la complexité que cela représente. Je suis horrifié de voir qu'on réinvente ce qui n'a pas marché et qu'on ne cherche pas à s'appuyer sur ce qui marche. Alors, voilà, ton avis, qu'est-ce que tu penses de ce premier bilan, des premiers 15 jours, 3 semaines de vaccination, et comment toi, en tant que patient et responsable, tu vois la suite? Je suis quelqu'un de pragmatique. Je vais essayer de trouver du positif dans cette affaire-là. Je pense qu'effectivement, il y a une forte mobilisation de l'ensemble de nos concitoyens pour se faire vacciner.
Et ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre en considération. On a eu peur, il y a quelques semaines ou quelques mois, que les personnes ne devaient pas se faire vacciner. On se rend compte que les anti-vaccins ont perdu, et c'est très bien. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, on a voulu, après avoir hésité, on a créé des centres de vaccination, pensant qu'effectivement, on allait pouvoir faire de la vaccination de masse. Eh bien, ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que, de toute façon, on se rend compte que la conservation et la logistique n'est pas suffisamment fluide pour pouvoir arriver à ces centres de vaccination, mais aussi, c'est que les personnes prioritaires, et je peux y revenir dessus, mais c'est une bonne chose d'avoir segmenté des priorisations des personnes, pas simplement d'ailleurs avec l'âge, mais aussi avec les multipathologies et les risques, les personnes à haut risque. Mais on constate que ces personnes-là ne peuvent pas aller dans les centres de vaccination. Elles ne sont pas majoritaires pour y aller. Et donc, on voit bien qu'il nous faut très rapidement adapter cette stratégie-là, et nous l'avons dit depuis le début du mois de janvier, qu'il fallait permettre aux professionnels de santé qui sont en capacité de pouvoir vacciner, par exemple, contre la grippe. On ne comprend pas pourquoi ces professionnels-là ne peuvent pas vacciner contre la Covid. Franchement, ça nous paraît, alors peut-être on va m'expliquer que c'est pas les mêmes aiguilles, je veux bien, mais bon. Donc, on a demandé, est-ce qu'effectivement, vous-même et les infirmières libérales puissiez vacciner, non pas en demandant l'autorisation, mais en le faisant, en prenant vos propres responsabilités, tout en restant quand même dans un cadre de sécurisation, d'interrogation du patient, etc., de suivi. On a aujourd'hui les moyens informatiques et numériques pour pouvoir faire ce suivi, et vous avez montré votre capacité à pouvoir le faire. Mais tout simplement parce que nous pensons qu'il va bien falloir aller au plus vite, au plus près des personnes qui sont en priorisation de se faire vacciner. C'est comment on va pouvoir aller chez ces gens-là. Et si on ne développe pas des cellules mobiles avec vous au cœur, ou au pilotage, au volant de la 2 chevaux camionnette, pour pouvoir apporter ces vaccins au plus près des gens, eh bien, on n'y arrivera jamais. Et on mettra 6 mois pour vacciner effectivement l'ensemble de cette population. On aurait pu le faire beaucoup plus rapidement. Donc nous sommes des gens pragmatiques. Et donc nous disons, il faut donner la possibilité à tous les acteurs de pouvoir effectivement vacciner tous les gens. Et tu as raison, parce que si on arrive à livrer du Pfizer dans les centres de vaccination, on peut livrer du Pfizer aux pharmaciens à partir du moment où ces pharmaciens-là s'engagent effectivement à vacciner le nombre de doses dans le temps imparti, les 7 jours, les 4 jours, je ne sais plus exactement. Voilà, c'est une question de logistique. Je te signale qu'après avant de sortir ce communiqué de presse, nous avions demandé au gouvernement ordre et méthode, stratégie et logistique avant de mettre en place la vaccination. Voilà, je pense qu'il y a des mots qui sont difficiles à entendre. J'avoue que la logistique de la vaccination dans ce pays me laisse un peu pantois. Je pense qu'on aurait pu peut-être prendre quelques militaires qui nous auraient expliqué ce que c'est que la logistique pour pouvoir véritablement approvisionner les armées quand elles sont en première ligne. Voilà. Et on constate forcément aujourd'hui des ratés, de trop nombreuses ratés, de trop nombreux retards. On a ouvert beaucoup de centres de vaccination, on en a aussi refermé quelques-uns. Voilà. Parce qu'il n'y a plus de vaccin, il n'y a plus d'approvisionnement. Et je passerai effectivement sur l'approvisionnement en vaccin, mais aussi, on oublie aussi les seringues et les aiguilles. Donc, voilà. Donc, on a quand même un vrai problème aujourd'hui dans notre pays de logistique. On a un vrai problème aussi d'avoir une vraie vision dans l'objectif. Et que le président de la République a parlé de guerre, de mobilisation, eh bien, on devrait continuer à avoir pas simplement ces mots guerriers, mais se mettre en mode guerrière comme ça. Et vous êtes, vous, des véritables fantassins avec les infirmières libérales pour pouvoir aller vacciner les gens au plus proche de leur domicile.
Ouais, tu vois, sur le vaccin AstraZeneca, qui est un vaccin qui est plus simple à conserver puisqu'il ne passe pas par la case congélateur. Nous, notre proposition, elle est simple, hein, c'est de prendre des rendez-vous. Le médecin peut prendre des rendez-vous s'il veut faire une demi-journée de vaccination dans son cabinet. L'infirmière peut prendre des rendez-vous pour faire du domicile ou vacciner dans son cabinet infirmier. Et nous, à la fois de vacciner à la pharmacie et également de fournir des flacons au médecin et à l'infirmier qui est à côté de la pharmacie pour qu'il puisse faire son travail, parce que cette partie, on la gagnera si on est ensemble. Si on divise la profession, si on écarte les pharmaciens, qu'on met les infirmiers sous la coupe des médecins, vous vous rendez compte, un infirmier aujourd'hui qui veut aller vacciner à domicile ne peut le faire que s'il est accompagné d'un médecin. Non, non, Parce mais que l'infirmière on est sur n'aura la pas le tête. droit. Voilà. Donc je dis au médecin, ben, t'as qu'à y aller tout seul, t'as pas besoin de l'infirmière si tu C'est veux aller c'est à pas la peine domicile. d'envoyer 2 ou 3 professionnels de santé dans un domicile pour vacciner quelqu'un. Il y en a un qui y va, ok. Voilà. Si c'est le médecin, c'est le médecin. Mais dans 6 mois, on fera les comptes. On aura Ouais. encore, on aura 3 millions de personnes vaccinées et encore pas toutes. Donc Voilà. effectivement, je suis tout à fait d'accord avec toi. Après le Donc, AstraZeneca, il faut espérer qu'effectivement, on a quand même quelques craintes aujourd'hui avec les variants. On nous dit que peut-être les choses vont se compliquer, mais encore une fois, ce que je n'ai pas compris, moi, dans la logistique de ce gouvernement, et je le dis d'ailleurs en haut lieu, c'est qu'on a un système qui fonctionne dans le médicament, avec les grossistes répartiteurs et des points que sont vous, les officines de pharmacie. Pourquoi on n'a pas réutilisé cette logistique-là en mobilisant les gens pour pouvoir véritablement apporter les vaccins, y compris à moins 80 degrés, au plus près des gens? On est allé chercher un Américain qui nous a montré toute sa compétence pour pouvoir mettre en place une logistique qui nous laisse un peu pantois. Mais c'est comme ça. Et c'est dommage parce que je pense qu'on pouvait parfaitement mieux s'organiser et mieux rendre effective cette vaccination au plus près des gens. La controverse qui s'établit aujourd'hui, c'est qu'effectivement, face à la volonté de l'ensemble de nos concitoyens de vouloir se faire vacciner et de ne pas pouvoir se faire vacciner dans des conditions correctes, on sait bien que ça allait prendre un certain temps, mais effectivement, ça crée à nouveau une certaine tension, alors qu'il y a eu un afflux positif vers cette vaccination et vers le système. Encore à nouveau, nous voilà en train de ramer à contre-courant parce que les gens téléphonent, il n'y a plus de place, on reporte, ça ne marche pas. Et puis aussi, on a le mal français. Permettez-moi quand même d'encourager mes amis, le mal français de certaines associations qui disent d'abord moi et après on verra les autres. Voilà. Donc ça aussi, ça me met en joie, moi qui croyais à la solidarité de l'ensemble des patients. Voilà. c'est vrai que tu habites pas très loin de la frontière espagnole. Les Espagnols nous ont donné de mauvais exemples sur les passe-droits. Oui, c'est vrai que mais je trouve que les ayants droit. Ici, dans mon pays d'Ariège, il y a des plaques avec des ayants droit. J'ai jamais compris ce que ça voulait dire, mais je crois que je vais y arriver. Mais ouais, je crois qu'à un moment donné, je vais comprendre. Mais je trouve que ça aussi, je t'ai dit que j'y reviendrai, je trouve que c'est normal que la haute autorité de santé, et y compris avec la liste en sus de Fischer, ait priorisé les priorités. C'est normal parce qu'effectivement, il y a des personnes qui sont en haut risque. Mais encore une fois, il faut s'inscrire dans un temps. Moi, je pensais qu'en 3 mois, cette population-là pouvait être vaccinée si on y mettait véritablement les moyens et la mobilisation des acteurs comme vous. Et forcément qu'aujourd'hui, je commence à avoir quelques craintes de la façon dont le système s'est rapidement engorgé pour pouvoir vacciner. Et là, on va avoir évidemment la surenchère des uns par rapport aux autres. Pourquoi lui et pourquoi pas moi? Surtout quand on a vu passer, oui, effectivement, un peu partout quelques passe-droits qui peuvent poser interrogation. Alors, Pierre, Alors, concernant le dépistage et la prévention,
est-ce que vous trouvez, concernant déjà le dépistage en premier, est-ce que vous trouvez normal que chaque fois qu'un pharmacien veuille faire du dépistage, que ce soit du diabète, cancer colorectal, trop d'angine, les tests antigéniques et autres, il faut qu'il y ait un arrêté l'autorisant à faire cet acte de prévention? Et si c'était le choix du patient d'être dépisté et de rentrer dans son parcours de soins? Ne croyez-vous pas que le dépistage doit être la règle et pas l'exception? Et que ce dépistage doit être autorisé pour tous les tests et pas une exception qui nécessite à chaque fois un arrêté nous autorisant à pratiquer tel ou tel acte? Ouais. Non, non, je peux répondre, non, mais on touche là au fond du problème de notre société et de notre système de santé. On a un système de soins, alors on peut le critiquer, mais le système de soins, il fonctionne un petit peu. On n'a pas de système de santé. Et le système de santé, pour nous, c'est éduquer à la santé des personnes qui ne sont pas malades. C'est bien cela. C'est comment on fait pour effectivement apprendre aux gens à conserver leur capital santé. Donc, toutes les campagnes de prévention, que ce soit sur l'hyperglycémie, sur l'hypertension artérielle, ou que ce soit des campagnes de prévention, de détection, de dépistage sur les cancers, devraient être inscrites dans un cycle normal d'un comportement citoyen des personnes, mais aussi des professionnels de santé. On ne devrait pas rentrer dans l'exception. Ça devrait être normal. Et d'ailleurs, si on avait une vraie politique d'éducation à la santé, ce seraient même les citoyens qui demanderaient, j'ai 30 ans, je suis en surcharge pondérale, ce serait bien que, effectivement, j'ai un entretien avec mes professionnels de santé de premier recours, que ce soit le pharmacien, le plus souvent, ou le professionnel, ou le médecin traitant, pour faire un check-up, pour discuter, pour voir si on ne peut pas faire du dépistage. Enfin, je ne comprends pas dans ce pays qu'on soit obligé de passer par des décrets ou des campagnes ponctuelles pour pouvoir véritablement faire de l'éducation à la santé et un observatoire de l'état de santé de notre population. On est incapable dans ce pays de véritablement vous dire si nos 66 millions de concitoyens sont en bonne ou en mauvaise santé. On n'a aucun observatoire de la santé. On ne sait pas à Avignon s'il y a plus de cancers ou de problèmes d'asthme ou autre. Et je crois qu'on a aujourd'hui les moyens modernes pour pouvoir le faire, pour pouvoir faire des études, pour faire des observatoires, territoire par territoire. Et nous, ce que nous voulons, c'est bien cela. C'est qu'on crée un véritable système de santé, territoire par territoire, où l'on pourra effectivement évaluer les attentes et les besoins d'une population et pouvoir, en réponse à ces attentes et à ces besoins, mener des campagnes de prévention, d'éducation à la santé et de soins, bien entendu, quand on en a besoin. Donc, on voit bien que là, vous touchez le fond du problème de notre organisation sanitaire dans ce pays. C'est vrai que quand on le regarde, et merci pour toujours ta sincérité et ta clairvoyance, c'est vrai que on a l'impression qu'on fait tout pour compliquer le parcours de soins, le parcours de santé du patient. C'est toujours compliqué. On veut se faire dépister, ben non, il faut avoir une ordonnance. Après, une fois qu'on a l'ordonnance, on va au laboratoire de biologie, alors qu'on a des pharmaciens qui peuvent le faire. Alors nous, on ne va pas poser des diagnostics, hein, c'est pas notre rôle. Et dire à un patient qu'il a certainement trop de cholestérol, certainement trop de sucre, certainement une tension qui est trop élevée, et que lui dire, le sensibiliser pour qu'il aille justement faire un diagnostic et donc faire des analyses plus complètes, eh bien, je pense que c'est rendre service et que ce n'est rien d'autre que d'organiser, d'inciter et de mieux faire que les parcours de santé des patients soient plus cohérents, plus sécurisés et plus efficaces.
Et Pierre a raison, hein, nous on est toujours, quand on fait les campagnes avec toi d'ailleurs, le dépistage du diabète, une semaine, on se fait engueuler par les biologistes qui râlent toujours parce que, soi-disant, qu'on fait des choses qu'il faudrait pas faire et qu'en plus c'est des trucs qui sont nuls, qui servent à rien, voilà, comme les tests antigéniques, voilà, les mêmes débats. Quand on mesure le risque cardiovasculaire d'un patient avec 2, 3 critères, ça rend service parce que ça permet de faire prendre conscience au patient que dans cette affaire, il ne peut pas rester comme ça et que l'inciter à se comporter autrement et éventuellement être pris en charge, eh c'est une bonne chose pour lui. Et c'est vrai que la confiance que l'on a vis-à-vis des patients. Les patients nous font confiance, tu le sais, on est disponible, on vit avec eux dans le même quartier, dans le même village, on se connaît tous et les patients nous confient beaucoup de choses, comme aux médecins traitants. Eh bien, ce potentiel de confiance, il faut qu'on le mette au service de la santé et pas en faire un parcours d'obstacles comme c'est trop le cas aujourd'hui. On paye effectivement aujourd'hui de nombreuses années de corporatisme. Et effectivement, on a construit un système de soins, pas un véritable système de santé. Moi, je rêve de voir une assurance santé, pas une assurance maladie. Ben oui. Oui. J'ai dit plusieurs fois à plusieurs directeurs de la CNAM que je souhaitais qu'ils deviennent des assurances santé. Et c'est ça, tout le fond de notre organisation, elle est bien là. Et c'est que le jour où on aura effectivement une assurance santé avec un vrai mouvement à l'éducation à la santé, à éduquer nos concitoyens, à prendre soin d'eux, dans le cadre, je parle pour ma paroisse, hein, que ce soit sur l'hygiène diététique, sportive, etc., mais aussi de bien comprendre, mais on voit bien déjà quand même quelques initiatives. À partir du moment où ce sera une vraie volonté politique, et vous, les acteurs, vous serez là pour appuyer et relancer effectivement l'ensemble de cet observatoire sanitaire dont nous avons besoin, et particulièrement territoire par territoire, bien forcément que déjà ça servira un peu plus. Mais on revient à nos propos liminaires, il faudra changer le modèle économique des acteurs. Sinon, on n'y arrivera pas. C'est clair. Bien évidemment. Bien évidemment. Sans pour cela perdre l'esprit libéral, entrepreneur, etc. Non, non, je pense que très sincèrement, on peut être inventif et faire fonctionner les deux. Mais bien entendu qu'il va falloir quand même à ce moment-là que certains fassent des efforts. Donc ça, c'était sur la prévention, sur le dépistage. Pareil sur la vaccination, hein. Nous, on dit, tu l'as dit tout à l'heure, sur la vaccination, ben, quelqu'un qui veut se vacciner à l'officine parce qu'il y a un renouvellement d'un de ses vaccins parce qu'il est arrivé à l'âge, il faut lui simplifier la vie. Il a envie de faire un renouvellement de vaccin, on lui rappelle, il est d'accord, on le fait de suite, et puis l'affaire est terminée, quoi. Voilà, c'est tellement plus On a simple. des outils aujourd'hui. Aujourd'hui, on a des outils numériques, le carnet vaccinal, le DMP, le DP, etc., etc. Demain, on ira encore, j'espère, qu'on simplifiera tout ça et qu'on aura des accès plus rapides. Et donc, à partir de là, je ne vois pas pourquoi vous qui avez les compétences pour pouvoir vacciner et revacciner, et faire les rappels, etc., quels que soient les vaccins, vous ne puissiez pas le faire à partir du moment où, effectivement, hop, c'est inscrit et tout le monde peut voir que la personne a fait son rappel. Franchement, c'est comme ça qu'il faut travailler. Et c'est comme ça qu'on mettra en place la confiance entre nous et l'ensemble des acteurs. Si chaque fois il faut demander l'autorisation à tout le monde et à Dieu, on n'y arrivera pas. Dieu, il ne peut pas tout faire. Alors, justement, là, tu enchaînes bien sur la coordination. La coordination des soins. Comment travailler sur les territoires de façon beaucoup plus organisée, ensemble, avec des outils, hein, moi je les trouve très intéressants, les outils qui ont été inventés, les CPTS, les communautés professionnelles de territoire de santé, où on fait une photographie du territoire et on travaille avec l'hôpital, on travaille avec les maisons de retraite, avec tout le médico-social et les professionnels de santé
pour, eh bien, en fonction de la situation du territoire, de la population, du nombre de professionnels disponibles, eh bien, de répondre aux besoins des patients sur ce territoire. Ça, c'est une brique du système, mais on voit bien qu'elle est insuffisante. Elle est très intéressante et, parce qu'elle permet à chacun de se connaître et d'avoir une vision globale de son territoire, ça c'est important, de faire le lien ville-hôpital et du médico-social, mais insuffisant. Ensuite, on a ce qu'on a appelé il y a les maisons de santé pluriprofessionnelles qui sont des maisons en dur où on travaille ensemble. Et puis, il y a les équipes de soins primaires qui sont la même chose, mais sans la maison en briques, qui permet de travailler. Mais chaque fois, on s'est aperçu que tout ça nécessitait beaucoup de temps administratif que je considère inutile. Créer une association chaque fois qu'on veut faire une équipe de soins primaires, mettre un président, un trésorier, etc., les problèmes des associations, etc. Les professionnels de santé, déjà, ils ont peu de mal à dégager du temps pour ça. Si en plus on les embête avec des structures, c'est embêtant. Et donc, on a poussé au moment du Ségur de façon très forte, et je me rappelle de l'échange que nous avions eu au moment du Ségur, en disant, ce qui est important, c'est quoi? Pourquoi on fait tout ça? Pour prendre en charge un patient qui a un parcours difficile, compliqué, et qui est dans une situation où il faut absolument que la coordination lui permette d'améliorer cette prise en charge. Sinon, il est en prise de risque. Donc, on fait ça pour les patients. Donc, pourquoi créer une association? Pour ça. En fait, le point d'entrée de cette affaire, c'est le patient. C'est pas l'association. C'est pas dans ce territoire, c'est bien, ils ont fait une équipe de soins primaires, mais dans notre territoire, des patients, mais tant pis pour eux, il n'y a pas d'équipe de soins primaires parce qu'il n'y a pas d'association. On ne peut pas raisonner comme ça. Donc, c'est de dire, mettre en place des protocoles de prise en charge. C'est un patient qui a vu avec son médecin, son infirmière, son pharmacien, mais que ça n'est pas bien, et c'est ce patient qui va dire, mais moi, je veux que vous travaillez ensemble, parce que c'est comme ça que je vais pouvoir m'en sortir et mieux gérer ma situation actuelle. Et du moment que le patient et les 3 professionnels ou 4 sont associés à ce patient pour travailler ensemble sur une durée, eh bien, on a créé une équipe de soins primaires, tout simplement, et on peut travailler de façon efficace sans être obligé de créer une association. Et je me rappelle, on s'est fait amuser, et je t'avais dit, bon, comme tu l'as dit à l'introduction, bon, le patient au centre, ça va, quoi. Ça fait des années qu'on nous raconte la chanson, tout le monde se donne bonne conscience avec ça. Je t'avais dit, prends les clés du camion. C'est toi qui conduis la coordination, parce que tout ça est fait pour vous et pas fait pour organiser sa pharmacie, son cabinet médical, etc. On doit se mettre à la disposition de la coordination parce que c'est le patient qui en a besoin et c'est pas l'organisation du cabinet médical, infirmier ou de la pharmacie C'est bien l'idée du patient partenaire. C'est notre idée du patient partenaire. Alors, j'ai cru comprendre que tu voulais que je dise du mal de l'administration. Non, pas du tout. Je dis que peut-être que ça ralentit un petit peu. Voilà. Mais non, incontestablement, on crève sous l'administration. Et cette obligation de créer des structures, etc., et de demander des autorisations, au bout d'un moment, effectivement, c'est compliqué. Moi, je pense que ce qui a été décidé dans ma santé 2022 était très intéressant, ça allait dans le bon sens. Et ces PTS, c'est très intéressant. Pour moi, c'est un peu macro. Il faudrait peut-être un peu réduire. Et donc, on a aussi les maisons de santé et les soins primaires. Mais encore une fois de plus, je suis tout à fait d'accord avec toi. Pourquoi l'obligation de créer une structure administrative avec des statuts, pour pouvoir véritablement se mettre avec le patient pour pouvoir lui apporter ce dont il a besoin et ce dont il faut qu'il ait pour pouvoir bien vivre. Moi, je pense que c'est ça. L'administration et les ARS devaient être ces régulateurs-là.
c'est l'ARS qui devrait se charger d'administrer ça. Vous, professionnels de santé, vous n'êtes pas formés pour faire de l'administratif. Vous êtes formés pour soigner. Eh bien, vous avez fait des études pour soigner. Ben, soignez. Ne vous occupez pas à constituer des dossiers, à monter des projets. Non, ça, il devrait y avoir une structure au sein des ARS pour vous permettre de pouvoir assumer ça, à faire ça. Pour que vous vous consacriez simplement à ce métier magnifique qui est l'accompagnement des personnes. Les accompagner. Ça, moi, je trouve ça fabuleux. Mais c'est ça. Et malheureusement, aujourd'hui, on se perd un projet qu'on n'évalue que très rarement, mais enfin bon, peut-être qu'on va commencer, effectivement, voilà, en difficulté des uns et des autres. Et ce que je dis, c'est bien, ça rejoint un peu votre réflexion, c'est qu'il faut partir des attentes et des besoins des personnes. Et comment et les faire participer, ces gens-là. Je reviens à mes propos. D'abord, on nous a découvert au début de ce siècle. On n'existait pas. Bon, d'accord, ok. Ensuite, on nous a beaucoup demandé de nous taire. Le patient, il ne va pas parler quand même. Il ne va pas commencer à raconter sa vie, non? Nous, on sait, donc on n'a pas besoin qu'il nous raconte, on sait. Aujourd'hui, effectivement, on a tous compris qu'il fallait le faire participer. C'est compliqué quand même. On lui a tellement dit qu'il fallait qu'il se taise qu'il ne sait pas. Donc, il y a tout cet apprentissage à mener auprès, aujourd'hui, de ces citoyens pour qu'ils apprennent à participer. On peut dépasser au-delà du système de santé, mais commençons par le système de santé, à les faire participer. De quoi vous avez besoin? Et nous, professionnels de santé de proximité, avec ce qu'on a aujourd'hui, on va essayer de vous apporter une réponse à ces besoins. Donc voilà, on va s'organiser pour. Mais encore une fois de plus, on s'organise pour avoir du sens, pour être efficace pour un patient. Ne nous demandez pas de créer une structure. Le risque de créer des structures comme ça, c'est d'arriver à une restriction du choix des acteurs. Et vous allez nous trouver forcément en contre-pied quand on va m'obliger de prendre une équipe que je n'aurais pas choisie. Déjà, à l'hôpital, je prends ce qu'on me donne. Je ne voudrais pas que sur le premier recours, je sois là aussi obligé d'avoir une équipe que je n'ai pas choisie. J'ai envie de continuer à choisir mon médecin, mon pharmacien, mon infirmière, mon kiné. À vous de vous mettre d'accord pour me trouver le meilleur soin et le meilleur accompagnement pour moi-même. Et là, effectivement, c'est plus de la structure, c'est de l'entente, c'est des outils aujourd'hui qui sont capables effectivement de faire ça, il n'y a qu'à les développer et les rendre interopérables. Hein. Là, voilà. Et là, vous servez effectivement le patient. Et derrière le modèle, derrière l'organisation, c'est les structures administratives qui mettent ça, ce sont les ARS. Il faut les soulager, on essaiera de leur expliquer. Et c'est vrai qu'on peut, et d'ailleurs ça faisait partie du plan Santé 2022, c'était de dire quand on se coordonne, il y a des mécanismes incitatifs sur la rémunération des professionnels de santé quand vous êtes coordonnés, et moins incitatifs quand vous travaillez un petit peu à l'ancienne, en silo, comme c'est le cas aujourd'hui. Gérard, moi je voulais te remercier parce que je crois que ça fait presque 50 minutes que nous sommes en entretien. Pierre Oliverio, merci aussi pour cet échange. En tout cas, moi, ce que je trouve, et c'est vrai que j'aime toujours dire ce petit mot, on est des professionnels de santé au service des patients. Et c'est pour ça qu'on existe. C'est pour ça qu'on est professionnel de santé. C'est simplement parce qu'on est là pour aider, accompagner, soigner ceux qui sont en difficulté. Et je dirais que d'abord, et on sait que le patient aujourd'hui a droit au chapitre, et heureusement, il était temps, mais c'est normal. Il a le droit de poser des questions, c'est la moindre des choses, et puis parfois de choisir ce qu'il veut faire.
pour son traitement. Et pour ça, il faut qu'il soit éclairé pour pouvoir le faire. Et il vaut mieux qu'il soit éclairé par des professionnels en qui il a confiance, plutôt, et des associations de patients qui œuvrent beaucoup justement pour permettre de partager cette information, plutôt que de se trimballer sur des réseaux sociaux où on y trouve tout et n'importe quoi, et souvent d'ailleurs de la désinformation. Et donc ce climat de confiance qui fait que, et on le sait tous, hein, quand on a confiance dans un professionnel de santé, un médecin, un chirurgien, quand on a confiance à un pharmacien qui vous donne un traitement, ça contribue à l'efficacité du traitement. On le sait tous. Gérard, c'est toi qui fais la conclusion. C'est toi qui fais la conclusion de cette table ronde. Non, c'est toujours très agréable d'échanger avec vous parce que c'est vrai que au-delà de l'esprit syndicaliste et de la défense d'un métier, et c'est important. Je pense que nous aussi, à notre façon, nous faisons aussi un peu de syndicalisme. On défend une communauté, on défend. Il nous faut avoir une réflexion beaucoup plus transversale et j'allais dire un peu plus haute, de regarder comment on sert l'ensemble de notre société, de notre système de santé et nos concitoyens. Et je pense que nous sommes arrivés là, et cette crise sanitaire qui dépasse largement la crise sanitaire doit nous interroger encore plus et nous exiger de nous d'aller beaucoup plus vite vers cette transformation que nous voulons mener dans le système de santé, c'est-à-dire créer ce véritable système de santé avec l'éducation à la santé, avec la prévention, avec les outils numériques effectivement qui doivent nous permettre de pouvoir faire des études, rapprocher les gens. C'est ça qui est qui moi m'intéresse dans cette affaire-là, c'est que ces outils numériques ne sont pas là pour éloigner les personnes, mais doivent nous rapprocher. Et on voit bien que nous sommes à des centaines de kilomètres l'un de l'autre et nous échangeons. Donc il y a ça n'empêchera pas que demain on essaiera de se manger un couscous entre nous deux, en tête à tête, il n'y a pas de souci. Mais l'outil doit rapprocher les gens, permettre l'échange, permettre la confrontation, permettre l'enrichissement intellectuel mais aussi médical. Et je crois que nous avons là, responsables associatifs, syndicales, une véritable mission aujourd'hui pour pouvoir gagner dans ce système de santé. Et au-delà de nos divergences et de nos confrontations qu'on peut avoir, je crois que pour nous, il faut qu'on prenne conscience qu'effectivement, on sera responsable de la réussite de ce changement-là. Écoute, merci. Je compte effectivement sur les pharmaciens d'officine pour nous aider aussi à transformer ce système de santé. Écoute, merci Gérard, merci pour tout le travail que tu fais, tout le temps que tu passes sur Paris et à représenter des patients dans de multiples réunions. Merci Pierre pour toutes les questions et pour cet échange. Et puis à très bientôt Gérard. Merci à toi et merci à vous et à très bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.